Bonjour et bienvenue dans ce 12-13 Le Mag. Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans une vingtaine de minutes. Le Mont-Saint-Michel a dû être évacué. Je vais tuer des policiers, aurait déclaré un homme à des visiteurs. Une importante opération de gendarmerie est en cours. Nous serons en direct sur place. Le reliquaire en or d'Anne de Bretagne, une pièce d'une valeur inestimable, a été retrouvée une semaine après avoir été volée dans un musée de Nantes. 2 hommes ont été mis en examen et sont écroués. La chaleur toujours au programme de ce week-end. Nous irons à l'Aclusaz pour le grand bonheur des skieurs jusqu'au lac d'Annecy où les plus courageux se baignent. Demain, on perd en moyenne 10 degrés. Nous reviendrons aussi sur ce bel anniversaire réservé à la reine d'Angleterre qui a 92 ans. De la musique et beaucoup d'émotions hier soir. Nous vous raconterons tout cela. La France comptera plus de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050, contre 1,5 million aujourd'hui. Les affaires de négligence, de manque d'hygiène, de maltraitance dans les EHPAD restent d'actualité. Dans le même temps, la parole se libère. Les personnels, voire même les directeurs de ces établissements, n'hésitent plus à descendre dans la rue pour dénoncer le manque de moyens humains. Quelle est la réalité dans ces EHPAD? Une enquête signée Nathalie Layani, Laurent Verdy, Alexandre Tabat. Madame Marie, est-ce que vous avez organisé un système de maltraitance institutionnalisé dans votre établissement? Ce jour-là, nous avions tellement de questions à lui poser. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux accusations? Pourquoi tant de salariés qui démissionnent, de résidents qui chutent, d'institutions qui portent plainte? Cette directrice de maison de retraite est accusée de maltraitance. L'affaire du Clair-Logis lève le voile sur les conditions d'accueil dans les EHPAD de la Côte d'Azur. Les faits sont très graves, maître. Oui, je comprends, madame, mais l'instruction, quand elle est faite à charge et à décharge. Laissez-nous voir les pièces du dossier, préparer la défense des personnes qui sont demandées devant la justice aujourd'hui et on en parlera le jour de l'audience. Harcèlement moral, conditions indignes d'hébergement, manque de personnel, salariés non diplômés, mise en danger de la vie d'autrui. Que se passe-t-il réellement dans le huis clos des maisons de retraite? Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi certaines choses que j'ai vues. Je ne le souhaite pas. C'est honteux. Longtemps, beaucoup se sont tus. J'aurais mieux fait de me rebeller avant pour ne pas permettre ce que j'ai vu. Aides-soignants, enfants de résidents ou directeurs d'établissement, pour la première fois en janvier dernier, ils sont descendus dans la rue, ensemble. Tous les EHPAD sont littéralement asphyxiés. Leurs paroles se libèrent. Ça fait 2 ans, madame, qu'elle est attachée sur ce fauteuil du matin au soir, même pendant les repas. Tous invoquent un manque de moyens. Notre enquête va révéler d'autres failles. C'est un combat pour la dignité et on ne peut pas abandonner nos anciens. Allez, on va essayer de s'asseoir ici tranquillement. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son établissement. Allez, venez. Au fauteuil. Gérard Bramy dirige l'EHPAD Camp Azur à Cagnes-sur-Mer. Établissement public, 79 résidents et seulement 5 aides-soignants. C'est donc lui qui, ce matin-là, prend en charge une dame complètement désorientée. Allez, on se met debout. 1, 2, 3. Non. Mais on est toutes les deux. On est toutes les deux, Tosca, ça va aller, d'accord? Allez, n'ayez pas peur. 1, 2 et 3. Allez. Pendant ce temps, le personnel est en chambre pour la toilette. Chaque minute est comptée. Ça va, vous avez pas mal? Non. Il faut vraiment qu'on se dépêche, entre guillemets, parce qu'on est 2 pour une trentaine de résidents. Donc, on leur consacre 10 minutes. Enfin, on essaye vraiment d'écourter au maximum le temps. Bonjour, monsieur Mamo. À l'heure des soins, certains attendent encore leur petit déjeuner. Le manque de moyens humains, les résidents sont les premiers à en faire les frais. Oui, toujours, parce que plus de personnel, c'est plus d'attention à notre égard. Le petit déjeuner vite déposé, il faut déjà repartir. Et là, je finis avec ma collègue là, et après je redescends en bas pour aider une autre collègue à faire le restaurant à 11h30. Voilà. C'est la course? Oui, c'est vraiment la course tous les jours.
Quand Azur, bonjour. Une main pour coiffer, l'autre pour répondre au téléphone. Je vous passe l'infirmière. À l'école, on leur avait appris qu'il fallait consacrer 20 minutes à la toilette. Toutes deux ont le sentiment d'un travail bâclé. Franchement, oui, c'est maltraitant. De devoir passer d'une toilette à une autre en 10 minutes, franchement, oui. Pour nous, c'est pas de la bienveillance, ça. Et ils le méritent pas, quoi. Je veux dire, il y en a, ils sont en fin de vie, enfin, c'est pas possible. À force d'avoir des aides-soignantes qui courent, à force d'avoir de l'absentéisme qui, au niveau national, est très important dans les EHPAD, et bien naturellement, on sécrète des risques de maltraitance. Un employé au bout du rouleau va peut-être, au bout de la 15e personne qu'il aura accompagnée, va peut-être craquer et avoir des mots malveillants, voire une volonté de défoulement sur une personne hébergée. Qu'est-ce qu'il y a? Orange. Orange, clémentine, non? Les directeurs d'établissement ne sont pas totalement maîtres de leurs effectifs. C'est l'Agence régionale de santé pour les soins et le Conseil départemental pour la dépendance qui prévoient et financent les postes. Il faut faire avec, ou plutôt sans. Ici, la douche, par exemple, c'est une fois par semaine, quand c'est possible. Quand on a eu l'habitude de se laver tous les jours, de se doucher, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas aussi. Regardez combien on est. Comme vous voulez qu'ils peuvent se contenter de tout le monde. C'est impossible. Assignés à résidence, les pensionnaires dépendants ne peuvent même plus prendre l'air quelques minutes par jour. Il faudrait une personne supplémentaire pour dire l'après-midi, il fait beau, on les met un petit peu au soleil, on reste avec eux pour discuter. C'est pas faisable. Ça veut dire qu'à part les moments de soins et de repas... Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Cette maison de retraite est l'une des moins chères de la Côte d'Azur, environ 1 800 € par mois. Dans le privé, où les familles payent parfois jusqu'à 5 000 € pour l'hébergement et la restauration, les directeurs d'établissement pourraient piocher dans cette enveloppe pour recruter du personnel supplémentaire. Encore faut-il qu'ils l'estiment nécessaire. Les établissements ne sont pas en souffrance de moyens. Donc bien sûr qu'on pourrait toujours faire mieux. On ne va pas vous dire que si on pouvait avoir 2 infirmières de plus ou 2 aides-soignantes de plus dans un établissement, mais bien sûr que ça serait toujours mieux et ça permettrait d'augmenter la qualité de prise en charge. Mais à un moment donné, on a quand même fait des progrès étonnants parce que multiplier les effectifs par 3 en 15 ans, c'est énorme. En France, un EHPAD compte en moyenne 6 salariés pour 10 résidents. C'est moins que l'Allemagne et la Belgique, beaucoup moins que la Suède ou le Danemark. Et ça n'est qu'une moyenne. Un EHPAD du Haut-Pays, un dimanche après-midi. L'autorisation de tournage a été refusée. Nous nous y rendons en caméra cachée. Dans la grande salle de réunion, des résidents sont seuls. Ils semblent livrés à eux-mêmes. Au bout de 10 minutes, un employé arrive. Vous êtes infirmier? Non. Ah. Brancardage, nettoyage. Nettoyage? Ouais, brancardage. D'accord. Je vous dis honnêtement, ça m'inquiète un peu de voir qu'il y a autant de personnes âgées sans surveillance, quoi. Mais là, on va remonter le paquet, nous, avec mon équipe. Je ne sais pas si ma collègue a déjà commencé. Nous montons nous aussi dans les étages. Le bureau du cadre de santé est fermé, celui des infirmières aussi. En redescendant, nous pensons en trouver une. Vous êtes infirmière? Du tout. Aide-soignante? Du tout. Vous êtes quoi? Moi, je suis hôtellerie, quoi. Dans tout le couloir, il n'y avait personne. Moi, j'ai pas envie de vous faire prendre mon sentiment. Derrière elle, les patients se poussent entre eux. Après 1 heure passée dans l'EHPAD, nous n'aurons croisé aucun personnel soignant. Muriel était aide-soignante au Clair-Logis, l'EHPAD poursuivi en justice. Quelques mois de contrat dont elle ne s'est toujours pas remise. Ça, c'est un loto. En image, elle n'a gardé que les bons souvenirs des fêtes pour lesquelles les familles et les salariés auraient amené eux-mêmes le matériel, car selon elle, tout était rationné, y compris les protections hygiéniques. Donc, on avait des protections cachées dans nos vestiaires. Et je changeais les pensionnaires qui avaient réellement besoin en cachette. Sachant que si on m'était tombé dessus, j'aurais pu me faire sanctionner. On se retrouvait, par exemple le matin, quand j'arrivais à 10h, à devoir faire l'hydratation. C'est-à-dire on pose 2 carafes d'eau, on donne à boire. Avec 5 gobelets, il faut donner à boire à 40 personnes.
Et avec un seul rasoir, faire la toilette de 6 résidents. Économie drastique, manque de matériel à usage unique. Parfois, les salariés mettent eux-mêmes la main à la poche. Voilà, on trouve c'est inadmissible que ça soit le personnel qui soit obligé d'apporter ce qui manque à nos anciens. Je veux dire, encore une fois, le personnel quand même des savonnettes, du shampoing, de l'eau de Cologne, parce que les établissements n'ont plus les moyens. Dans d'autres EHPAD, il a même fallu rogner sur le budget nourriture. 5 € en moyenne pour 3 repas et un goûter. Sous couvert d'anonymat, Céline a accepté de nous raconter le séjour de son père dans un établissement des Alpes-Maritimes. Alors très vite, mon père s'est plaint il disait la nourriture dégueulasse, insipide, en très petite quantité. Il me disait qu'il avait faim tous les jours. C'était Il y avait aussi une espèce de contrebande de nourriture. Ils volaient sur les chariots des desserts supplémentaires, du pain, des cuillères pour pouvoir manger après dans leur chambre. Donc ça, moi je trouve ça pathétique. Enfin, c'est d'une tristesse. Une auxiliaire de vie et un autre résident nous ont confirmé les faits. La direction de l'établissement mis en cause n'a pas souhaité nous recevoir. Florent Saillet était convaincu que sa mère n'était pas en sécurité dans son ancienne maison de retraite. 3 chutes en 3 mois, une surveillance et des soins selon elle insuffisants. Mais ce seraient les agissements d'un résident et le laisser-faire du personnel qui l'ont poussé à saisir la justice et l'agence régionale de santé. Alors en fait, il procédait toujours de la même manière. Donc il était assis à côté, il regardait la personne qui était assise à côté de lui. Et puis, assez vite, je dirais, donc il passait sa main par-dessus la coudoir, commençait à lui tripoter la cuisse pour ensuite atteindre le sexe, qu'il tripotait également. Et quand aucune aide-soignante ne le voyait, qu'il n'était pas arrêté dans ses actes, en fait, il pénétrait la main à l'intérieur de la protection jusqu'à toucher les parties intimes. Et j'ai entendu plusieurs fois des dames crier parce qu'il leur faisait mal, bien sûr. Malgré l'alerte, les faits se seraient reproduits. C'est ce qu'affirme la fille d'un résident dans ce courrier. J'ai vu que M. D mettait sa main dans l'entrejambe de Mme B. Pour tenter de rencontrer la directrice de l'établissement, nous nous rendons sur place. Le personnel aurait-il sous-estimé la gravité des faits? Les quelques mots de cette salariée laissent planer le doute. Pour ma part, c'est largement exagéré. Jointe par téléphone, la directrice de l'établissement a décliné notre demande d'interview. Elle nie tout en bloc. Que risquent vraiment les personnes âgées dans les maisons de retraite? Pour Evelyne Mével, l'animatrice du Clair Logis, les négligences du quotidien peuvent parfois s'avérer mortelles. Parce que nous, on a vu des personnes décédées, on savait pourquoi elles étaient décédées. Quand une personne à 87 ans meurt d'une occlusion parce qu'on ne l'a pas conduite aux toilettes et qu'ils n'en ont pas le temps. Combien de cas de maltraitance passaient à travers les filets des organismes de contrôle? Réquisitionnés dans les cas les plus graves ou alertés par les résidents ou le personnel, c'est à l'Agence régionale de santé d'inspecter les établissements. On est la tour de contrôle de l'ARS. On est très vigilant, très sensibilisé. Dès qu'il y a le moindre événement qui nous inquiète, on propose au directeur de l'ARS, on fait une note d'opportunité, on propose de diligenter une inspection. Une 60aine de contrôles par an, près de 600 EHPAD en PACA. Un directeur d'établissement peut attendre en moyenne 10 ans avant de recevoir une visite de l'ARS. L'an passé, pourtant, l'agence a reçu 139 réclamations, mais elle ne se déplace pas systématiquement, pas suffisamment, selon cette cadre de santé qui a travaillé dans de nombreux EHPAD. Mais moi, je vous dis, à part sur vraiment des cas très très graves, comme je vous dis, cet établissement qui par la suite a été fermé, c'est la seule fois où j'ai vu l'ARS se déplacer sur un établissement. En plus de 15 ans de carrière dans les EHPAD. Entre deux contrôles de l'ARS, reste l'évaluation externe. Un cabinet d'audit privé intervient dans l'établissement. Notre témoin a elle-même réalisé ce type d'inspection.
L'établissement indépendant qui vient faire l'évaluation externe a une relation commerciale avec l'établissement qui l'inspecte. C'est-à-dire que l'inspection est payée par la maison de retraite? Bien sûr. Il choisit qui l'a fait et c'est lui qui paye. Donc forcément, on est dans une relation commerciale qui peut permettre d'émettre quelques doutes quelquefois sur les rapports qui sont faits. Vous avez, vous, assisté à des rapports qui ont pu être corrigés à la demande? Bien sûr. De la maison de retraite? Bien sûr. C'est des faux? C'est pas des faux, mais on arrondit les angles. Bonjour, mademoiselle. C'est Gisèle. Bonjour, mademoiselle. Vous faites la toilette du matin. Faire mieux, sans moyens supplémentaires. Ça a été le petit déjeuner ce matin? Dans cette maison de retraite, chaque salarié a dû réapprendre son métier pour accompagner sans assister. On cherche déjà l'autonomie de la personne. Et de cette autonomie-là, voyant ce qui lui reste aussi, il peut participer au visage comme on a fait tout à l'heure. Ça permet de garder ce geste-là. Hein, ça va jusqu'à manger, le geste de manger et tout ça. Donc on va garder ça. Ici, on ne parle pas de bienveillance, mais d'humanitude, du nom d'un label décroché par l'établissement. Respecter les résidents pour se respecter aussi en tant que soignant. Même si c'est une fin de vie, si on me dit « tu as fait madame telle, il y a 1 heure de temps, elle est morte », je ne vais pas me chagriner parce que je sais que chaque jour, je l'accompagne dans sa dignité. La dignité pour Odette Alzingre, ça commence par le maquillage, chaque jour. Tout ce qu'elle peut faire toute seule, elle le fait. Maintenant, je fais ce que je peux parce que comme j'ai de l'arthrose, c'est difficile. Mais bon, j'arrive un peu. Ne pas chronométrer les soins, ne pas instaurer de hiérarchie avec les résidents, s'adapter à chacun d'entre eux. À première vue, la méthode nécessite beaucoup plus de temps. Oui, il y a le temps, mais ce temps-là, on le gagne après. Au début, c'est un peu dur. Après, on le gagne. Parce que, par exemple, quand on sait que la personne, elle peut participer à certaines choses, on peut lui préparer ses affaires ou discuter. La Croix-Rouge russe est l'une des maisons de retraite les moins chères de Nice. Ça va, mesdames? Ça va, madame Fontana? Pas de personnel supplémentaire, mais un projet de formation pour se défaire des mauvaises habitudes. Et vous, madame Rossian, ça va? Au poil. Au poil. Au poil. Tant mieux. On s'est bonifié. Avec le temps, ça c'est évident. Il y a des choses qu'on pouvait faire qu'on ne fait plus, comme par exemple distribuer les repas avec des gants, des choses qui peuvent paraître anodines, mais ou frapper et rentrer directement sans attendre la réponse d'un résident. Dans cet établissement, tous les salariés ont un diplôme en règle. C'est une obligation. Est-elle respectée dans tous les EHPAD? Pour le savoir, nous décidons de postuler comme aide-soignant. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais envoyer un CV. J'ai vu que vous recrutiez une aide-soignante. Qu'est-ce que vous aviez besoin comme renseignement? Je voulais savoir si vous preniez que des aides-soignantes diplômées. Non, quelquefois on prend des aides-soignantes quand on est vraiment à court, qu'on a vraiment besoin de quelqu'un, on prend même si c'est pas diplômé. Hein. Sur 9 établissements contactés, 6 sont prêts à embaucher sans diplôme. L'un d'eux nous donne même rendez-vous pour un entretien d'embauche. Et vous leur avez dit que vous n'aviez pas de diplôme? Oui. C'est extrêmement étonnant parce que, en fait, on a les établissements, donc l'obligation d'employer du personnel qualifié, formé, et en aucun cas de faire prodiguer des soins par du personnel qui n'est pas diplômé. Et c'est pas grave si j'ai pas le diplôme? Non. Alors on va être honnête, c'est un peu une arnaque. Vous faites un boulot d'aide-soignante et vous êtes payé comme une aide à domicile. D'accord. Vous contrôlez ça aussi? Les diplômes sont contrôlés. C'est quelque chose qu'on regarde de façon très très précise en inspection.
Le glissement de tâches, c'est effectivement, ça peut être motif de dysfonctionnement. Et pourtant, sans aucun diplôme, en un coup de fil et 10 minutes d'entretien, nous décrochons notre premier contrat. Et ça serait bien de faire 2 jours, d'évaluer, on en reparle, que je puisse vous programmer sur le mois d'avril, si ça vous intéresse. Au mois d'avril, j'ai un roulement complet. Faute de candidats, les maisons de retraite se retrouvent parfois à recruter des salariés sans aucune qualification, alors qu'arrivent des résidents de plus en plus dépendants. Voici le lit de ma belle-mère. Génial. Et elle va se coucher dedans ce soir. Un lit béduine. Une chambre parmi d'autres, au Clair Logis. C'est la famille d'une résidente qui a voulu filmer pour dénoncer les conditions de vie dans l'établissement. Et il n'y a qu'une chose que je ne peux pas mettre, c'est l'odeur. À l'époque où Muriel Tessonneau et Evelyne Mével y travaillaient, les aides-soignants auraient eu pour consigne de laver les résidents en 3 minutes et 41 secondes. Selon elle, il n'y avait plus de temps pour l'intimité et la dignité. Le moins humain que j'ai vu, c'est l'échange d'après le repas. Les toilettes juste dans la salle à manger sans aucune porte, ceux qui se trouvaient dans le salon devant la télévision ou qui passaient pouvaient voir le spectacle parce que les 3 toilettes de toute façon étaient occupées et personne n'était raccompagné dans sa chambre pour changer sa protection. Ça se faisait là, au visu des autres. Et je savais que quand je rentrais à la maison, j'avais jeté des sacs de patates au lit. J'avais pas mis des pensionnaires au lit. Et ça fait mal. Et on a honte de soi. 2 fois par semaine, ils se retrouvent dans un lieu tenu secret. Eux aussi tiennent à rester anonymes. Ils sont tous bénévoles chez Almazur, une association qui recueille les témoignages de maltraitance sur les personnes âgées. Aucune compassion, c'est inhumain, inhumain. Les coups de fil s'enchaînent. Un homme appelle pour dénoncer la contention forcée de sa compagne. Ça fait 2 ans, madame, qu'elle est attachée sur ce fauteuil du matin au soir, même pendant les repas. On a entendu, monsieur. Il a accepté de nous envoyer quelques photos. On y voit sa compagne et un autre résident attachés lui avec des draps. Des pratiques d'un autre temps, dans une unité fermée et protégée où justement les patients devraient pouvoir déambuler librement. On n'aurait pas besoin d'avoir une telle violence, la contention médicamenteuse, parce qu'on a vu, le compagnon disait qu'on mettait la pipette dans la bouche pour envoyer le traitement, la contention physique attachée au fauteuil, c'est l'inverse de la raison d'être de ces unités. L'an passé, ces bénévoles ont traité une centaine de dossiers sur la Côte d'Azur, une des régions de France les plus convoitées par les acteurs du marché très juteux des EHPAD. Les maisons de retraite explosent, il en pousse une tous les jours. Elles sont maintenant pratiquement toutes à but lucratif. Je pense que quand les investisseurs font des investissements, c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement, mais on peut quand même se poser la question du manque de moyens qui est tout le temps mis en avant, et surtout en disant toujours que c'est la faute au pouvoir public, c'est la faute au pouvoir public. Pour ces bénévoles, paradoxalement, plus les établissements se sont dotés de lieux de représentation des résidents, plus la parole a été confisquée au sein des établissements. Les choses commencent peut-être à changer. J'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole à tous les niveaux et que peut-être, tant mieux si cette libération existe sur les maisons de retraite. Tant mieux. Il était temps. Aujourd'hui, en moyenne, chaque personne admise en EHPAD a une espérance de vie de 2 ans et demi. Quelques mois, un reste de vie que la France a tant de mal à prendre en charge. En 2060, notre pays comptera 2 fois plus de personnes dépendantes. Nous vivrons plus vieux, mais serons-nous capables de vieillir mieux ?
Bonjour à ceux qui nous rejoignent à la une de l'actualité, je vous le disais. L'évacuation ce matin du Mont-Saint-Michel, les habitants ont été confinés, un suspect est recherché. Le point, Carole Coelho, Marine L'Esprit. 7h30 ce matin, un homme entre dans un café du Mont-Saint-Michel. Il profère des menaces contre les forces de l'ordre. L'homme se serait présenté comme un animateur de rue. Ensuite, l'individu aurait été vu sur les remparts de la ville. Par sécurité, les autorités ont ordonné l'intervention immédiate des gendarmes. Ils sont équipés de mitraillettes, gilets pare-balles, et puis donc les casques aussi. Et puis ils vont dans chaque petite rue, ils ouvrent toutes les portes et puis ils essayent de trouver l'individu qui serait retranché dans le mont. Toutes les forces de sécurité disponibles dans la région sont envoyées sur les lieux à la recherche du suspect. Si cet individu n'est pas encore dans le Mont-Saint-Michel, il est possible d'ailleurs qu'il l'ait quitté avec le flot des touristes. Actuellement, toutes les personnes présentes sur le Mont-Saint-Michel ont été évacuées. En direct avec nous, Marine L'Esprit, vous êtes sur place. Bonjour, avez-vous de nouvelles précisions sur la situation ? Oui, à l'heure où je parle, les recherches se poursuivent au Mont-Saint-Michel. Les gendarmes continuent de ratisser la cité, maison par maison, pour retrouver donc ce principal suspect. On ignore toujours s'il est sur les lieux ou s'il a pu partir avec les touristes. Car à partir de 10h ce matin, et dans le calme, ce sont des centaines de personnes qui ont quitté les lieux. Des touristes donc, des commerçants, mais aussi des religieux, car des offices se tenaient à l'abbaye ce dimanche. Certains d'entre eux ont pu rejoindre la terre à pied, car ils ont profité de la marée basse. Pour les autres, 2 navettes ont été réquisitionnées pour faire des évacuations progressives. Elles sont aujourd'hui terminées, mais pour l'instant, de nombreux touristes attendent encore sur les parkings pour savoir s'ils pourront rejoindre le site dans la journée. La réouverture est prévue pour 14h aujourd'hui. Merci beaucoup Marine L'Esprit pour ces précisions en direct du Mont Saint-Michel. Les passionnés d'histoire peuvent être soulagés. Le reliquaire en or d'Anne de Bretagne a été retrouvé, une semaine donc après avoir été volé dans un musée de Nantes. Victor Frédéric. C'est une œuvre inestimable qui vient d'être retrouvée. Le reliquaire volé du cœur d'Anne de Bretagne n'aura finalement disparu que quelques jours, pour le plus grand soulagement des Nantais. Je suis émerveillée là, de savoir qu'il a été retrouvé, ça m'a resecoué dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est la joie de voir que l'enquête a donné un résultat. L'inquiétude qui était, c'était qu'il le fasse fondre pour utiliser la matière première, puisque de toute façon c'était impossible de commercialiser un tel objet. Donc on est très très heureux qu'il soit revenu sur Nantes. C'est près de Saint-Nazaire hier soir que les enquêteurs de la police judiciaire ont récupéré le précieux écrin. Quelques heures plus tôt, 2 hommes âgés de 22 et 23 ans avaient été interpellés puis mis en examen, une semaine seulement après le vol du reliquaire. Ce matin, la directrice du musée d'Aubray se dit soulagée, mais elle l'assure, la sécurité sera renforcée avant de présenter à nouveau l'objet au public. On ne peut pas dire après ces événements que tout va bien. Il faut aller au maximum des mesures de sécurité possibles, tout en permettant au public de se confronter à ce magnifique héritage public. D'autres objets dérobés la même nuit que le reliquaire ont également été retrouvés hier soir. Tous sont en bon état selon les enquêteurs. La chaleur est toujours au programme de ce week-end. Demain, on perd en moyenne 10 degrés, donc on en profite jusqu'au bout. Ces ambiances recueillies de la Clusaz jusqu'au lac d'Annecy, un régal. Jordan Guéant, Christian Mathieu. 10h30 à peine, mais déjà 17 degrés sur les pistes de la Clusaz. Les skieurs forcément se font rares, mais demeurent souriants. Formidable, il n'y a pas de monde, il y a un soleil radieux, on skie, on pourrait skier en t-shirt, c'est bien. Alors tant pis si la neige semble chauffer tel le sable dans le désert. Ici, la station restera ouverte en partie encore une semaine. Une vraie revanche après un hiver très rude. Résister et profiter cheveux et poils au vent. Sur les terrasses, au pied des pistes, les skieurs laissent la place aux bikers. Une première sortie dignement fêtée. C'est la première belle sortie de l'année moto. Avec une grosse tablée. Ouais, avec une grosse tablée, des gens tous sympathiques. Dans la vallée, la température grimpe encore 27 degrés à Annecy.
Ici, plus de skieurs ni de bikers, mais des baigneurs plus ou moins courageux. L'eau n'est qu'à 11 degrés seulement. Pour l'instant, il n'y a que la petite qui met un peu les pieds dedans. Et je fais que la surveiller, mais on a hâte d'y être. Ouais. On envoie la petite en éclaireuse, c'est pas beau? Non, c'est pas beau, je confirme. Mais c'est elle qui le demande aussi. Vous avez fait au moins 20 minutes à 10 degrés. C'est vrai? Comment on ressort? Bah un peu, ça trempe tout seul en fait. Heureusement qu'il fait chaud dehors parce que sinon, ce serait des glaçons en ressortant. Un peu transi quoi, mais non mais ça va en vrai, on va se réchauffer au soleil. Au ski ou à la plage, une mise en bouche ensoleillée qui pourrait durer jusqu'à mercredi. Et puis la grève à la SNCF reprend ce soir à 20h. C'est la 5e séquence. Ce mouvement est de moins en moins soutenu par les Français. 43% le trouvent justifié dans ce sondage IFOP pour le journal du dimanche, en baisse de 3 points en seulement une semaine. En tout cas, demain, le trafic va s'améliorer. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, était l'invité ce matin de RTL. Il ne croit pas que la grève durera cet été. Écoutez. Il n'y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables. Vous savez, quand une loi est votée, aujourd'hui elle est votée à l'Assemblée nationale, elle va être votée au Sénat. Ça veut dire que le peuple français a parlé. Et les cheminots, ils sont légitimistes. Je suis depuis 10 ans dans l'entreprise, je suis convaincu que les cheminots sont des gens responsables. Oui, sachez que demain, 35% des TGV circuleront. Toutes les prévisions sur le trafic à retrouver sur notre site et notre application France Info. 300 personnalités ont signé un manifeste contre, je cite, le nouvel antisémitisme en France, marqué par la radicalisation islamiste. Ce texte paru dans le Parisien dimanche est signé notamment par Charles Aznavour, Gérard Depardieu, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Françoise Hardy, Pierre Arditi ou encore François Pinault. Il dénonce un silence médiatique et une épuration ethnique à bas bruit dans certains quartiers. 92 ans. La reine d'Angleterre a fêté son anniversaire hier avec au programme un très beau concert chargé d'émotions. Benjamin Delombre. Comment célébrer l'anniversaire de celle qui règne sur le Royaume-Uni depuis 66 ans? À entendre son petit-fils, le prince Harry, ce fut un dilemme. Votre Majesté, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas quelqu'un à qui il est facile de faire des cadeaux. Alors, pour être à la hauteur de ce 92e anniversaire, tout le gratin de la scène pop britannique s'est réuni. Tom Jones ou encore Sting était là. Plutôt discrète d'habitude pour son anniversaire, la reine a rejoint la scène en fin de soirée. Accompagnée du prince Charles qui, pour l'occasion, s'est autorisé une légère entorse au protocole. Votre Majesté, Maman. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Les festivités avaient débuté un peu plus tôt par une cérémonie plus traditionnelle. 41 coups de canon à Hyde Park, 62 près de la Tour de Londres. Un événement auquel ont participé de nombreux Britanniques, célébrant à leur manière ce royal anniversaire. On a bu du champagne, mangé un super gâteau au chocolat, on a même des cotillons, c'est un jour magnifique. À l'heure où l'attention des médias britanniques se porte sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, Elisabeth II a prouvé hier qu'elle restait très populaire auprès de ses sujets. L'initiative de ce 12-13 nous emmène maintenant dans une entreprise du Maine-et-Loire qui a trouvé une solution très originale pour recruter. Voyez plutôt Éric Aubron, Gwenaël Riet. Ce jeune de 19 ans est entré chez Groslo comme intérimaire sur les recommandations d'une salariée. 6 mois plus tard, il a signé un CDI. Ce parrainage a donné des idées à l'entreprise qui peine à créer 20 postes supplémentaires. Elle a fait appel à son personnel pour trouver de nouveaux candidats. Avec à la clé, une récompense en cas d'embauche. Ça a réavivé, je dirais, cette prime. On l'avait déjà tenté en 2016. C'était seulement un montant de 100 €. Là, on a dit on va mettre un peu plus, 300 €. Et ça nous coûtera même, dans tous les cas, moins cher qu'un cabinet de recrutement. Et toutes les idées sont bonnes pour arriver à trouver des bons profils. Ce fabricant d'armoires métalliques, qui travaille notamment pour le secteur de l'éclairage public ou de la fibre optique, recherche particulièrement de la main-d'œuvre pour le pliage de ses pièces. L'entreprise a beau passer des annonces, fréquenter les salons de l'emploi ou proposer une formation en interne, le profil n'intéresse guère.
Il n'y a pas beaucoup de formation et on a du mal à trouver des jeunes pour travailler derrière les fraises plieuses, qui demandent beaucoup de concentration et d'avoir envie de travailler déjà. Conséquence, les machines habituellement utilisées en 3-8 ne tournent pas à plein, au moment où la société connaît pourtant une forte croissance. J'ai fait 25 millions l'an dernier, je pourrais en faire guère plus l'an prochain, faute d'opérateurs, absolument. Pour moi, c'est un frein et c'est un chef d'entreprise qui ne peut pas recruter, qui ne peut pas honorer ses clients. Alors, c'est bien parce qu'on a un carnet de commande à 6 mois, mais quelque part, c'est frustrant parce que je pourrais en faire plus. Depuis quelques semaines qu'il a mis en place sa prime de parrainage, le dirigeant a déjà reçu une dizaine de CV par le biais de ses salariés. Ce week-end, dans plusieurs villes, sont organisées les 48 heures de l'agriculture urbaine, un secteur qui se développe. Claudine Gilbert et nos équipes en région. J'ai pris une salade, j'ai pris 2 tomates et en fait on m'a dit qu'il fallait mettre un œillet d'Inde au milieu. Patricia a la main verte. Cette briviste participe activement aux plantations de printemps pour verdir le centre-ville. Je trouve ça formidable parce qu'en fait il n'y a pas que les fleurs. Les légumes sont super jolis au même titre que les fleurs. 10 bacs de fruits et légumes sont installés pour promouvoir l'agriculture urbaine, avec l'aide des étudiants du lycée agricole. Là, on est sur une petite échelle, donc c'est des petits fruits rouges, légumes simples, salade, tomates. Ça ne demande que de l'eau, donc on va leur apporter de l'eau. Si tous ces végétaux restent en place, si on n'est pas victime de vandalisme, ça peut être très sympa. D'abord, c'est ludique de voir des fruits, des légumes pousser dans le centre-ville. À Marseille, jardinage rime avec partage et avec recyclage de boîtes de conserve. Je suis en train de planter des graines pour décorer la rue. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nature en ville. Nous allons aller dans le périmètre qui est le pâté de maison là derrière pour les accrocher, en l'occurrence aux gouttières. Végétaliser la ville, verdir chaque espace, balcons, terrasses, rebords de fenêtres et même les trottoirs. Partout en France, les citadins sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver leurs racines. Malheureusement, les pesticides, l'urbanisation, le changement climatique font peu à peu disparaître les papillons. Notre page découverte, signée Géraldine Dreyer et Vincent Lemille, nous emmène dans le Haut-Rhin. Chasseur d'images, chasseur de papillons. Bien plus facile que dans la nature. Ici, sa volette et sa butine partout. Les papillons sont à portée d'objectif. Le tout est de savoir comment les prendre. Il y a des papillons, c'est vrai que sur les côtés, quand ils sont fermés, les couleurs sont intéressantes et d'autres, c'est par au-dessus. Donc ça dépend comment ils sont posés, ça dépend de la couleur, du type de papillon aussi, ça dépend. Ça dépend aussi de son style de photographie. Voilà, moi, j'aime bien les avoir de face, un peu de côté. Comme ça, on voit les yeux et un peu la couleur. Et on a le flou d'arrière-plan. C'est un choix en fait, vraiment. Et comme les variétés évoluent tout au long de la saison, Sébastien et Tiffany s'offrent chaque année plusieurs safaris photos. Un petit conseil, la prochaine fois, venez par une matinée ensoleillée, venez tout de suite à l'ouverture et vous profiterez de 3 fois plus de papillons en activité. Martin Buch a créé ce jardin des papillons voilà 30 ans. Un jardin affilié à une association internationale de protection de forêts tropicales. De nouvelles chrysalides arrivent chaque semaine de fermes partenaires des Philippines et d'Amérique du Sud. Les éclosions sont régulières et le public est aux premières loges. Les papillons que vous pouvez voir ici sont des papillons qui sont nés aujourd'hui. Donc le papillon gonfle ses ailes. Une fois que ces dernières sont sèches, il prend son envol. Un envol pour le plaisir des yeux, avec la volonté ici de sensibiliser le public à l'utilité des papillons dans la nature. Ils sont fragiles et de moins en moins nombreux parce que leurs milieux de vie disparaissent au bout du monde, tout comme en Alsace. Pour terminer, Didier, on va perdre des degrés, mais le soleil est là. Oui, ambiance très estivale pour cet après-midi, mais c'est quand même la dernière journée de grosse chaleur. On voit cette vague de chaleur pour cet après-midi entre le sud-ouest et l'Alsace, avec 29 degrés, notamment du côté de Strasbourg. Alors pour cet après-midi, je vous le disais, c'est une ambiance très estivale. On a quand même quelques petits orages qui se développent ici et là, notamment entre la façade atlantique et les Ardennes, partout ailleurs. C'est un ciel bien lumineux, notamment sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Pour demain matin, on va retrouver donc cet axe orageux entre le Limoges
Limousin, la Franche-Comté. Et puis en cours de journée, ça se décale évidemment sur la région Rhône-Alpes. On retrouve à l'arrière, effectivement, sur l'ouest, de très très belles éclaircies, du soleil très généreux. Et pour la tendance? Eh bien, on n'a plus le temps. Eh bien, écoutez, pour la semaine prochaine, Merci. une baisse des températures. À ce soir dans le 19-20. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.